Shout out Queen. Elle est trop. Shout out Queen. Elle est trop low-key pour que. Shout out Queen. On peut inventer une blonde imaginaire à Félix puis faire en sorte que c'est sa fête aujourd'hui. Au pire. Horrible. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 23 octobre 2023. Journée très spéciale parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui de ma douce moitié Charlotte. Donc je préfère quand même tout de suite y aller avec mon message un petit peu cucu du début d'émission. Elle va définitivement pas aimer entendre ça si ça se rend jusqu'à ses oreilles. Elle qui aime bien rester dans l'anonymat. Nope! Comme dirait 50 Cent, go shawty, it's your birthday. Les boys! Bienvenue à l'émission, bien sûr, il n'y a pas Emilio Constanza au micro parce que ce n'est pas un épisode solo aujourd'hui parce que... Pas encore un épisode solo. Pas encore. Ça sent bien, mais pas encore. Je te regarde, Producer Ali. Mais non, la triple menace, bien sûr, ne serait jamais complète si ce n'était pas d'un travail à trois. Bien sûr, du côté gauche, Mr. Double F, qui en ce moment survit à travers les multiples études de la psychologie pour venir jaser de sport avec nous autres. Certains diront que c'est peut-être son petit remède à tout ça, c'est de jaser avec nous autres. On est un peu comme ton psychologue pour le gars qui étudie en psycho, right, Félix? C'est à peu près ça, mais écoute, je pense que de toute façon on finit par s'engueuler assez vite quand on va se mettre à parler de football, Mio. J'ai comme l'impression qu'on a des petits sujets qui vont allumer les tensions. Je suis pas sûr que ça va me détendre, mais ça va me changer de flipper des petites cartes de Quizlet sans arrêt. Surtout que je t'aurais imaginé étudier jusqu'à 3h du matin après avoir eu... Jusqu'à 3h? Jusqu'à 3h du matin. Plus que ça la nuit passée. Avoir étudié toute la nuit passée après avoir vu les Titans jouer une game absolument horrible. Une chance est en bye week, sinon ça a été... Le gars, il a tellement étudié tard ou tôt dans la matinée qu'il pourrait aller chercher son petit déjeuner du travailleur chez Déjeuner AM à prix réduit. Oui, totalement. Et bien sûr, quand même, comment oublier P.O. Poulain? Après tout, le troisième morceau, le morceau essentiel, certains diront le doyen, la sagesse dans la triple menace. Pop, what's up? What's up? Ou tu peux juste me traiter de boomer, rendu là, tant qu'à... J'ai été assez chien la semaine passée, je me suis dit qu'on va slacker ses pédales un petit peu, je vais me concentrer sur Félix un peu plus. Déjà que tu dises pas l'Abitibi où je suis présentement cette semaine, je vais prendre ça comme une victoire. Ah non, c'est fini ça. Les boys, on a eu encore une fois, comme toujours, c'est drôle, hein? On dirait toujours qu'on a des grosses semaines dans le sport, mais ça qui arrive quand on couvre à peu près tout et rien, puis on a tellement des grandes gueules qu'on se dit, hey, on va parler de tout. It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for him. Mais bon. Encore une grosse semaine au football. Hey, aujourd'hui, au football, en fait, bien sûr, on enregistre ça le 22 au soir, et présentement, au moment qu'on enregistre aussi, c'est un match entre les Dauphins puis les Aigles qui en ce moment se disputent un fort match au score de 3-3 qui l'eût cru pour deux des meilleures équipes en ce moment dans le circuit. Mais c'était la journée, ou c'est la journée du moins des tight ends, et non pas des tight ends, hein Félix, pour bien sûr la position d'ailier rapproché. On célèbre ça, ma deuxième position préférée dans le sport quand même, parce que c'est tellement versatile comme un running back. Ils font tellement de choses, ils sont incroyables, ils sont parfaits. Notamment juste parlant... un petit time-out là-dessus, là, je viens d'avoir le flash de pourquoi on célèbre ça, pourquoi aujourd'hui, j'ai juste pas regardé aujourd'hui, j'ai juste su, aujourd'hui c'est la journée des tight ends aujourd'hui, puis... C'est un holiday, c'est une fête nationale. Pourquoi on la célèbre, c'est une position spéciale. C'est juste ça que j'ai à dire. National Tight Ends Day, journée nationale de la vérité de la réconciliation, même combat. Ah, le même combat, on cherche là-dessus. Mais bon, parlant de parfait, Travis Kelce aujourd'hui qui a quand même hate, comme dirait Félix Forget, qui écoute si souvent ses petites chansons de Taylor Swift. Oui. By the way, ça me fait penser à ça. Je parlais quand même de ma blonde en début d'émission. Ma blonde m'a annoncé cette semaine, avec un grand enthousiasme, son costume d'Halloween à elle et son groupe de 4 autres amis. Alors, ma blonde n'écoute pas Taylor Swift, mais elle aime bien le football et elle aime bien Travis Kelce, entre autres. Ce qui fait que le costume d'Halloween, ça va être ma blonde,
qui n'est pas une Swiftie, déguisée en Travis Kelce, alors que chacune de ses amies seront un era différent de Taylor Swift. Wow! Est-ce que Mio, tu vas te Bravo. déguiser en Jason Kelce pour l'occasion? C'est-tu ça que tu nous annonces? Ben, certains diront que j'ai une shape qui s'apparente Ben, t'as à la Jason pilosité Kelce, faciale fait que aussi qui vient avec. il y a ça aussi. S'il y avait les cheveux encore un peu plus longs, ça aurait été un autre défi, mais là, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je pense que ça va être on the block, parce que tu sais quoi? J'y avais pas pensé, mais bref, somme toute, on a quand même du football à parler, les boys. Fait que Travis Kelce, grosse journée quand même aujourd'hui, 12 réceptions pour 179 verges, un match monstre. Travis Kelce, on avait un petit peu de soucis pour lui puis son état de santé en début de saison, mais il est de retour full speed, il n'y a rien qui peut l'arrêter, puis tout va bien chez les Chiefs. Mark Andrews, un peu l'équivalent de cette triple menace de corps arrière d'Eli rapproché que je vais mentionner. Il est un peu comme Pop, il est un peu vieux, mais il est quand même capable de faire des bonnes affaires. Même si c'est avec les Ravens, by the way. Je vous laisse pas off the hook aussi, là, mes maudits Ravens. Là. Mais quand même, Mark Andrews qui a eu le match le plus tranquille des 3 ailiers rapprochés que j'amène aujourd'hui, avec seulement 4 réceptions. Mais hey, 63 verges, 2 touchés dans un match monstre des Ravens, et Lamar Jackson aussi, qui, comme j'ai bien dit, dans le meilleur langage de Félix, a 8. Le dernier que j'ai à vous montrer, bien sûr, c'est un autre tight end qui, je dirais pas gagne en âge, mais est un petit peu washed. Darren Waller, qui fait pour la deuxième fois cette semaine les nouvelles. La première, c'est parce que sa fiancée Kelsey Plum et les Aces de Las Vegas ont remporté leur deuxième championnat en WNBA consécutif. Mais bon, Darren Waller, 7 réceptions, 98 verges, une passe de toucher, et certainement content de ne pas avoir Daniel Jones comme carrière présentement. Mais bon, on a un petit topo de match qui s'en vient, Pop. Ben écoute, t'as parlé de Daniel Jones avec raison qui n'était pas là, et Dieu merci que je le prends encore de manière très personnelle. Mais je me dis que Daniel Jones, au moins, n'a pas perdu contre les Patriots cette semaine. Moi, je dis ça de même. Si on avait un palmarès d'équipes frauduleuses à mettre en place, là, présentement, là, je pense que les Bills de Buffalo viennent de rentrer dans le portrait pour pas à peu près. Écoute, Bill Belichick, 300e victoire aujourd'hui avec cette victoire-là. Lui qui a passé sa carrière à manger les Bills de Buffalo durant toute sa période avec Tom Brady. Et pourtant, les Bills, qui passent à peu près 4 semaines à montrer qu'ils sont probablement la meilleure équipe dans la NFL, mais juste la petite semaine, là, qui fait juste nous douter, là, t'es genre... sûr de ça? Est-ce que c'est vraiment eux autres? Est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que Josh Allen, c'est vraiment ça? Je sais plus quoi penser. Honnêtement, là, les Bills me rendent perplexe un peu. Mais écoute, moi, ce qui me fascine un peu quand je regarde les Bills, c'est que tu regardes la semaine passée, on a eu vraiment toutes les misères du monde à battre les Giants de New York et Tyrod Taylor, qui était le carrière à ce moment-là, même si Saquon Barkley était là. C'est vrai que Saquon Barkley n'était pas à 100%. Et là, on se fait torcher par les Pats. Ben, torcher. Ouais, c'est peut-être un gros peu. mot, mais on perd un match contre... On perd un match contre les Pats. Mais on perd... Pas si proche de perdre contre les Giants et perdre contre les Pats. Comment je suis supposé prendre cette équipe-là au sérieux comme une vraie menace? J'ai de la misère. Puis c'est drôle parce que j'ai souvent dit que les Dolphins étaient possiblement l'une des meilleures équipes de la ligue. Les Bills ont battu les Dolphins, mais on n'est pas capable de battre les Pats. J'ai l'impression que c'est toujours un peu la même histoire avec les Bills. On sait jamais à quoi s'en tenir. Cette équipe-là est comme une boîte à surprise de chaque semaine. Et je sais pas si cette saison-là va être différente des années passées, dans le sens où je sais pas si Josh Allen et l'équipe ont pris le pas par en avant qui était nécessaire pour amener cette équipe-là finalement au Super Bowl comme elle devrait l'être sur papier. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ça a été un wake-up call un peu pour les Bills, qu'il faut arrêter d'être un peu sur le pilote automatique. Il faut se réveiller, puis si on veut aspirer à être dans les grosses équipes de la NFL, on peut pas se permettre d'échapper des matchs comme ça contre des adversaires qui nous sont clairement inférieurs. C'est pas normal que Mac Jones ait l'air d'un carrière de franchise après tout ce qu'il a fait cette saison contre ta défense quand t'aspires à ce qu'elle soit une des meilleures de la NFL. C'est complètement... C'est pas normal. Puis quand même, Mac Jones qui a quand même réussi justement 25 de ses 30 passes. Ça fait que là, il a l'air d'un All-Pro. Il a l'air de prime Aaron Rodgers là-dessus. Là. Hey, je veux dire, Tom Brady, pas Tom Brady, mais justement Bill Belichick devait avoir le semblant d'un sourire jusqu'aux oreilles en voyant Mac Jones faire sa meilleure imitation de Tom Brady sur le terrain, là, parce que c'était certainement un beau flashback que de servir une belle défaite aux Bills qui, by the way, je tiens à rappeler aussi, c'est l'une des équipes en fait, c'est l'équipe que j'ai mentionnée comme étant peut-être celle qui va en perdre cette saison. C'est juste ça que j'ai à dire.
I rest my case. I rest your case. Maintenant, Mio, j'ai hâte de t'entendre. On reviendra un peu sur tes Steelers qui ont réussi de peine et de misère, malgré tout la gamme des émotions et tous les cheveux que tu t'es arrachés sur ta tête aujourd'hui avec une autre belle performance des Steelers. Les Ravens de Baltimore, pardon, ça sort de où? Lamar Jackson, qui a l'air d'un vrai carrière pour une fois, lance 350 verges, battre les Lions, c'est quoi ça? C'est ça. Puis c'est ça, puis en plus, surtout que, tu sais, Lamar Jackson, on a toujours des certains questionnements par rapport à son jeu de passe, puis même, son jeu de passe, il était incroyable, là, je veux dire, il y a 6 passes seulement ont pas réussi à atteindre de receveurs, aucune interception, 357 verges par la passe, il en a amassé une autre trentaine par la course. Faut croire que c'était sa journée, peut-être que je ne saurais quoi dire. Toute l'équipe cliquait. Puis en plus, là, dans les années passées, on aurait pu se dire hey, ils jouent contre une team de bums en les Lions. Mais non, on peut considérer ça comme une vraie bonne victoire pour les Ravens qui ont joué contre, je l'ai dit, une équipe des Lions qui est très bonne cette saison. Jared Goff a eu un peu de misère de son côté. Niveau précision par la passe, n'a pas eu un touché par la passe, en fait. C'était juste une domination totale des Ravens, honnêtement. La défensive, autant la défensive, en fait, que l'offensive des Lions avait absolument rien à donner. Puis je pense que là, c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, David Montgomery qui était absent, là, je pense que on s'en rend compte un petit peu plus de ce côté-là. Tu sais, les Bills, on pensait un wake-up call. Je pense que pour les Lions, ça va être la même chose. Certains diront que peut-être, OK, ce groupe des Lions est un peu moins nanti en matière d'expérience sous coach HCDC Dan Campbell. Mais je pense que comme les Bills, ça peut être deux équipes qui vont être à surveiller là, d'ici les 10 prochains jours parce qu'on s'en vient à une semaine et demie environ là, de la date limite des échanges là, du côté de la NFL. Ouais, je pense que définitivement les Lions vont être une des équipes qui vont vouloir commencer à transiger pour que ce soit de peut-être remplacer Montgomery ou de solidifier la défensive. À suivre, mais définitivement les Lions ils peuvent pas laisser cette défaite-là les abattre parce que ils ont tellement accompli beaucoup jusqu'à présent dans la saison. Puis pour mon deuxième coach préféré dans la ligue, c'est que de continuer à motiver les gars puis de continuer sur la lancée qu'on s'est mis parce qu'honnêtement, les Lions, cette saison, c'est une super belle Surtout que, tu sais, oui, il y a eu la défaite, là, on est rendu à 5 victoires, 2 défaites, mais on est en plein contrôle de la division. Tu sais, les Vikings sont à 2-4, les Packers sont à 2-4, les Bears sont à 2-5, fait que t'as au moins 3 matchs d'avance sur ton plus proche poursuivant dans le nord de la NFC, donc, tu sais, il y a... Ouais. Tu sais, c'est une mauvaise journée au bureau, on met ça dans la poubelle, on retourne lundi, on s'entraîne, puis il n'y aura pas de panique du côté des Lions Détroit. Mio, tes Steelers, encore une fois, avec contre Puka Nacua et le boy à Félix, qui réussit quand même. Mais à quel point c'est important cette victoire-là, parce qu'on a parlé, les Browns l'ont emporté, les Ravens l'ont emporté, tu sais, chaque victoire, on peut pas laisser une marge de manœuvre à tout le monde là, du côté de cette division-là. Non, mais ça, c'est Steelers football, baby, puis c'est AFC North football, baby. Les 3 équipes peuvent être des équipes, puis là, j'exclus un peu les Bengals pour ce qui est de cette saison, en tout cas pour l'instant. Surtout aussi qui est en bail cette semaine en plus. En plus de ça. Mais c'est tellement serré la AFC North que t'sais, là, je vais éclore quand même généralement, là, les 4 équipes peuvent relativement être mid, sauf que d'année en année, c'est toujours chaudement disputé le titre de premier dans l'AFC North. Mais là, écoute, pour les Steelers, c'était une super grosse victoire. On sortait d'un bye week, puis en plus de ça, la semaine passée, je m'en rappelle, Félix, quand j'ai dit que la défensive des Steelers allait manger l'attaque des Rams. C'est pas totalement ça qui est arrivé. Puka Nacua, il a quand même mangé en tabarouette, là. Mais je me rappelle que spécifiquement, Félix, ce n'était pas de Puka Nacua que tu me parlais, mais c'était de Cooper Kupp. Puis Cooper Kupp, aujourd'hui, combien de verges par la passe qu'il a accumulé, Félix? 2 catchs pour 29 verges. C'est ça. Je pense que c'est fait un peu lock par la défensive des Steelers et le joueur défensif de l'année en TJ Watt qui a maintenant une interception de plus à son résumé. Et by the way, qui mène toujours la ligue au niveau des sacs.
Mais écoute, Mio, tu me parlais de Cooper Kupp qui a été neutralisé. Honnêtement, change le nom de Puka Nacua pour Cooper Kupp et tout le monde, c'est la même chose. Ça reste qu'il y a un receveur, un des deux receveurs des Rams qui a réussi à manger complètement. Kupp, puis je veux quand même donner du crédit aux Steelers à ce niveau-là. C'est peut-être la première équipe venant de quelqu'un qui a Cooper Kupp dans son fantasy depuis 3 ans. C'est peut-être l'équipe qui l'a le mieux neutralisé depuis 3 ans. Je vais donner ce crédit-là aux Steelers. On l'a aussi vu dropper 2 ballons en début de match. Kupp, ça c'était très particulier. Ça a été un match bizarre pour lui. Au moins, il a pu attraper la conversion de 2 points pour sauver un peu sa journée. Mais ça a été le spectacle Puka Nacua. Et je pense qu'encore une fois, c'est une preuve que ces deux-là peuvent cohabiter dans ce système offensif-là. Et les deux peuvent manger. Mais, écoute, Mio, moi, je sais que tu as une ligne directe avec l'organigramme des Steelers. Et je veux te dire que la prochaine fois que tu parles à Mike Tomlin, je veux que tu lui transmettes mes plus sincères compliments. On dit souvent que les Steelers trouvent les moyens de gagner et je trouve que c'est vraiment, aujourd'hui encore on l'a bien fait et je trouve qu'on a innové, quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Pour vrai, ça m'a vraiment impressionné. Faire en sorte que des employés de l'équipe se déguisent en arbitre pour aller changer le spot sur le 4e essai en fin de match. Ça, je vais t'avouer que c'est innovant. Ils ont refait la faufilade du corps. Les employés, les faux arbitres déguisés en arbitre, les employés sont arrivés sur le terrain. Non, finalement, c'était un premier jeu, même s'il y avait clairement pas la distance. Pour vrai, bravo aux Steelers pour cette excellente stratégie. Les Rams se sont fait complètement voler ce match-là parce qu'il n'y avait plus de temps mort pour demander d'aller voir la décision à la reprise. Puis en plus, on arrivait en 2 minutes. Oui, on arrivait en 2 minutes, mais bravo aux Steelers d'avoir pensé à... Mais ça, vu qu'on est arrivé aux 2 minutes, ça aurait pas été vérifié en haut, mais ça ne l'a pas été sur cette séquence-là parce que les employés déguisés en arbitre ont décidé de pas y aller. Bravo aux Steelers d'avoir pensé à... Tu veux que je sois 100% honnête en plus avec ça? Vas-y. Même moi, j'ai été surpris. Ben oui. Mais j'espère que c'était surpris. Mais j'espère qu'il était surpris, il était même pas proche. Hey, tu sais quoi, j'étais déjà en train de vous envoyer un message à quel point j'aurais arraché les yeux à George Pickens, complètement écrasé Deontay Johnson pour 2 pénalités pour conduite antisportive parce qu'ils ont décidé de narguer. Puis surtout, fucking Deontay Johnson, probablement que cette interférence-là aurait peut-être pas dû être donnée. Il a bien joué le jeu, il a fait un bon plongeon pour serrer ça à l'arbitre. Prends-le, ferme ta gueule! T'sais, oui, il y a de quoi dire que ça n'en prend pas grand-chose pour les arbitres de nos jours pour caler une punition. Mais tu le sais, t'es un receveur, la position dans la ligue qui nargue le plus, soir après soir. Puis toi, tu te lèves, tu fermes pas ta gueule, tu commences à narguer ton ancien coéquipier. T'annules complètement la faute que ton équipe vient de gagner, ça aurait été fini direct là. Ben non, on va décider que une fois de plus, les Steelers, on va décider de faire perdre des cheveux à nos fans ou peut-être de leur faire perdre un petit peu de couleur. Moi, ça qui est arrivé, je veux dire Steelers football, baby. Mais tu sais quoi? On en ressort avec une victoire et l'histoire ne va se rappeler que du vainqueur. Moi, je vais surtout me rappeler je vais surtout me rappeler ce que tu as dit un peu plus tôt en disant que TJ Watt allait être le joueur défensif de l'année dans la NFL. Moi, je m'excuse, Mio, mais ce titre revient à Myles Garrett de droit juste avec ce qu'il a fait aujourd'hui. Le débat est fini. Le débat est fini. Parce que, by the way, TJ Watt fait ça depuis qu'il est rentré dans la ligue, by the way. Bon, ça y est. TJ Watt stoppe les ballons sur les field goals depuis qu'il est rentré dans la ligue. C'est juste ça que j'aime. Écoute, Myles Garrett, 7 plaqués. En fait, 9 plaqués, 7 plaqués solo, 2 sacs du corps, une passe déviée, un botté de placement. Qui bloque en plus, puis ça permet aux Browns de Cleveland d'aller arracher une victoire par 1 point contre les Colts d'Indianapolis. Big deal contre les Colts. Premièrement, comment ce match-là a fini par se finir 39-38? Pour vrai, là. Y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment ce match-là finit 39-38? Les Browns de Cleveland sont la meilleure équipe pour prévenir les verges dans toute la NFL. Les Colts d'Indianapolis, Anthony Richardson n'est plus là, Jonathan Taylor n'est pas encore... je dirais, à 100% de sa game shape parce qu'il est juste à son 2e match de la saison. Comment ce match-là peut finir 39-38? Pour vrai, là. Gardner Minshew, baby! Oui, ça, je peux comprendre que Gardner Minshew... D'ailleurs, Gardner Minshew qui fait 2 touchés au sol n'était pas dans ma carte de bingo, je vais vous avouer, aujourd'hui, là, quand je me suis levé, là. Non. Mais bon, mais c'est ça. Gardner Minshew a donné de la grosse job quand même aux Bruns, là, puis à leur défensive, mais Myles Garrett, Defensive Player of the Year, c'est réglé.
il est dans la course, mais pas premier, loin de là. Puis je suis prêt à peut-être, dans les grands mots d'un grand journaliste et ancien collègue chez Ali 360, William Hood dirait, je suis prêt à mettre la moitié de mes actifs financiers pour gagner un pari sportif. Et le mien, c'est TJ Watt pour joueur défensif de l'année. En tout cas, certainement pas Myles Garrett, ça c'est sûr. Écoute, on peut rajouter quasiment un nouveau carrière dans la course pour le titre de MVP. Tyson Bagent. Mesdames, messieurs, le MVP, le vainqueur du trophée Heisman en Division 2 de la NCAA, qui mène les Bears de Chicago à une victoire. Moi, je fais juste dire, cher partisan des Bears, expulsez Justin Fields puis gardez ce gars-là, c'est lui, votre sauveur. C'est de l'overreaction, c'est juste un match, mais je m'en fous. Comment tu l'avais appelé, Félix, en préparation d'émission? Moi, je l'ai appelé T-Bag et ce nom-là va rester. Son nom-là va rester. Mais écoute, juste te parler un peu de Tyson Bagent. J'ai écouté ce match-là. Malheureusement, je me suis tapé cette volée-là des Raiders qui se sont fait complètement déclasser. Et quand tu regardais Tyson Bagent, tu voyais que c'était pas nécessairement. Il n'y avait pas nécessairement le bras de Justin Herbert ou de Josh Allen. Il était vraiment là pour limiter les erreurs, pas faire d'erreurs et juste garder l'attaque en mouvement. Et il a vraiment très bien fait ça. Je vais lui donner ça. C'était super bien fait à ce niveau-là. Et il a aussi pu miser sur Deontay Foreman, qui est l'un des running backs que j'aime le mieux, que je préfère dans la NFL, qui est venu remplacer Derrick Henry quand il s'était blessé en 2021. Un excellent coureur, Deontay Foreman, qui était un peu laissé de côté à Chicago avec les Khalil Herbert et Roschon Johnson qui prenaient beaucoup de place. Deontay Foreman qui est redevenu le porteur numéro 1 en l'absence de Herbert et de Johnson. Et aujourd'hui, quand on regarde les stats de Deontay Foreman, 16 courses pour 89 verges et 2 touchés, ce à quoi on ajoute 3 attrapés pour 31 verges et 1 touché. Si vous l'aviez parti en fantasy aujourd'hui, félicitations, vous avez probablement gagné votre match-up. Si vous l'avez laissé sur votre banc comme moi, félicitations, vous avez peut-être ou non gagné votre match-up. Mais Deontay Foreman qui a vraiment aidé. Et Tyson Bagent qui, donnons-lui quand même un peu de crédit, s'est assuré que l'équipe n'allait pas perdre à cause de lui. A joué on parle souvent de l'expression game manager pour ces carrières-là qui s'assurent de pas perdre, qui gagneront pas un match mais qui t'en feront pas perdre un. Tyson Bagent a été un excellent game manager aujourd'hui pour les Bears. Et on n'aurait pas gagné ce match-là avec Justin Fields. Je vais pas mentir, prendre le truc qui m'a fait le plus rire aujourd'hui, c'est quand je regardais justement la carte de match pour les Raiders et les Bears, puis j'ai vu qui allait starter le match pour les Raiders, puis quand j'ai vu que c'était Brian Hoyer. Oui. Son vieux grand-père joue encore. Je me rappelais de lui dans son temps. Je pense que c'était avec Cleveland quand il avait remplacé. Puis après ça, un peu plus tard avec Nouvelle-Angleterre et avec qui il était revenu par après. Là. C'était un grand Brian Hoyer masterclass, by the way, avec 2 interceptions puis benché un peu plus tard dans le match. Tyson Bagent, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, jouait pour les Rams de l'université Shepherd en Division 2 dans la NCAA et qui, il n'y a pas plus tard qu'en décembre dernier, avait lancé 2 interceptions puis qui avait subi 8 sacs du corps contre l'université Colorado Schools of Mines, a.k.a. la meilleure équipe en Division 2 de la NCAA. C'est comme si ça serait l'équivalent québécois que le programme de mine au cégep de Tedford faisait une équipe de football. Ça ressemble à peu près à ça. Shout out Tyson Bagent, what a stud. Écoute, juste avant de conclure le bloc football, on poursuit un peu on regarde les bonnes performances, mais on regarde aussi celles qui sont atroces, dures à regarder, celles qui constituent une armée, a.k.a. une armée d'unités lourdes. J'ai nommé le Tank Bowl 2023. Mesdames et messieurs, on a un classement à jour. Bien sûr, les Panthers sont toujours premiers à 0-6, mais évidemment, ils n'ont pas joué aujourd'hui. Mais ça bouge un peu. Est-ce que Caleb Williams va se ramasser ailleurs qu'en Caroline? C'est sûr que du côté de la Caroline, on n'a même plus notre choix de première ronde. C'est ça qui rend encore ça plus drôle. Mais est-ce qu'on a des nouveaux candidats au Tank Bowl, messieurs? Écoute, j'ai préparé ça cette semaine. Mettez toutes les caméras, même s'il n'y a pas de vidéo encore sur moi. Allumez les lumières parce que c'est l'heure du Power Ranking Tank Bowl semaine... on est rendu quoi? Semaine 8 dans la NFL. Semaine 7, je pense. Semaine 7. Plus ça va, plus on les perd. Alors, quand même, mention honorable, en 6e place, on a les Cardinals de l'Arizona avec une fiche de 1-6. Je les mets pas en premier ou en deuxième, malgré que c'est la deuxième pire équipe statistiquement si on parle de victoire et défaite, mais j'ai un parti pris. Joshua Dobbs, Connor, voyons. James Conner, ça je sais pas, mais non, ça fait trop longtemps. fait trop longtemps. Je pense que j'ai autant de CTE que lui et Antonio Brown. Quand même, j'ai un parti pris pour mes anciens Steelers.
En 5e place, on a quand même les Broncos de Denver et Russell Wilson. Let them cook. Peut-être qu'ils vont sortir de ce classement-là. Qui ont gagné d'ailleurs aujourd'hui. Shout-out aux Broncos qui ont gagné, qui améliorent un peu leur sort avec une belle victoire contre les Packers de Green Bay. Qui commencent aussi à cogner. Moi, je dis ça de même. Les Packers, ça sent le tank. Le tank roule dans le Wisconsin. Attends 30 secondes, puis je te reviens là-dessus. En 4e position, on en a parlé, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, absolument frauduleux, malgré qu'aujourd'hui ils ont gagné. Mac Jones avait l'air d'un MVP, mais avant ça, il avait de l'air parlant du plus gros flop depuis Mac and Cheese avec Jones, les Timberwolves. mesdames, messieurs, Mac and Cheese Jones. T'as volé mon call sur Rudy Gobert et les Timberwolves de la semaine. Je vais t'en vouloir jusqu'au restant de mes jours. 3e position, vite, on a les Bears. 2e, les Giants et les Panthers. Maintenant, juste avant qu'on termine ça, sur le football... 3 équipes qu'on surveille comme étant les prochains prétendants au Tank Bowl, les Titans, Félix, les Chargers et les Packers. Je sens qu'on envoie juste les Titans là-dedans, juste pour faire réagir Félix. Ils sont 2-4. Non, mais ils sont pas si pires que ça. Oui, l'affiche est pas belle. Et cette équipe-là est une boîte à surprise. Tu sais jamais à quoi tu peux t'attendre. Mais Will Levis va venir nous sauver la semaine prochaine. Je le dis tout de suite. Will Levis, la semaine prochaine, contre les Falcons, va être le carrière partant. Et il va connaître un excellent match. Yes, bon, les boys. On va passer à l'autre sport favori des Américains, la balle de base. Oui, mais le baseball, les boys. On aurait peut-être pu savoir quelles auraient été les 2 équipes à disputer la série mondiale, mais finalement, on s'est dit que, finalement, il va y avoir des bonnes séries de baseball. Puis, en ce moment, c'est le cas. Quand même, en ce moment aussi, au moment qu'on enregistre l'émission, on a quand même un match entre les Rangers et les Astros qui est en cours, qui en ce moment est en plein milieu, comment on dirait ça, la mi-temps de 5e... En milieu de 5e manche, c'est 3. En milieu, c'est en ça. milieu de 5e manche, c'est 3-1. Je veux pas utiliser le terme trop en anglais. C'est 3-1 Texas. Faut se rappeler que le Texas joue sa survie de tir de l'arrière 3-2 dans cette série-là et qui aurait pu être dans le siège de conducteur si ce n'était pas du Short King des Short King himself, José Altuve. Quel gamer. Non, mais vite, avant qu'on se lance là-dessus, là, ce que certains journalistes de balle disaient cette semaine, que when it's all said and done, quand c'est terminé, José Altuve annonce sa retraite, que c'est un first ballot Hall of Famer. Pas un first ballot, mais je pense qu'éventuellement, il va l'être. Moi, j'ai toujours cru à la théorie que José Altuve, malgré... on a encore les images de... il tient son chandail, on pense qu'il y a quoi à l'intérieur. Moi, je suis quand même... Moi, je crois à la théorie que José Altuve n'a pas participé au fameux scandale des poubelles frappées. Moi, José Altuve, c'est probablement en ce moment même le meilleur candidat activement dans le baseball majeur qui peut le plus aspirer au plateau des 3000 coups sûrs en carrière. Je crois qu'il y a encore des chances, c'est de plus en plus rare de nos jours, mais pour répondre à la question, je pense que José Altuve, quand ça va être terminé, ça sera peut-être pas first ballot, mais ça va être un Hall of Fame, je suis pas mal sûr. Non, je pense que le first ballot, on va peut-être... On sait que le first ballot, c'est être admis dès sa première année d'éligibilité. Ben oui. C'est vraiment un honneur qui est réservé aux grands du sport, qui ont une fiche immaculée, qui ont à peu près tout gagné, qui ont des performances parfaites. Genre Barry Bonds, effectivement. Tout sauf Barry Bonds. Genre tout sauf Barry Bonds. Non, plus des gars comme, par exemple, Mariano Rivera, Derek Jeter, ou même, je pense, David Ortiz l'avait été sa première année aussi, je pense. Première année. Ok, c'est ça. Ken Griffey Jr., tous ces joueurs-là, ces joueurs légendaires-là qui sont parfaits, sont immaculés, il n'y a aucune mauvaise réputation associée à eux. Je pense qu'aux Altuve, on sait qu'il y a des électeurs, au temps de la renommée, qui sont fragiles, ils ont peur. Et écoute, moi, en tant que fan des Yankees qui s'est fait voler par les Astros en 2017, je vais t'avouer que ça me fait mal un peu, mais je veux quand même reconnaître qu'José Altuve est un sacré joueur de baseball. N'aurait pas dû être MVP en 2017. Ça, c'est vrai, par exemple. Mais José Altuve connaît une excellente carrière. Et je pense aussi qu'avec une petite job de relations publiques, là, on va être capable de faire oublier un peu le scandale, se concentrer un peu sur son restant de carrière. Et plus Altuve continue à être bon dans les séries après le scandale, donc les dernières années où est-ce que depuis que le scandale a éclaté, maintenant les Astros sont assurément surveillés sans arrêt, et Altuve continue d'être bon. Je pense qu'il réussit à prouver que c'était pas juste un gars qui fonctionnait à cause des poubelles. Je pense qu'il va réussir il a été intronisé peut-être à sa 2e, 3e année. Je pense qu'il va, et il l'aura pas volé. Ouais, c'est ça. On sort un peu de la rangée 14 du Home Depot avec les poubelles industrielles. Finalement, on s'est défait un petit peu de ça, là. Mais
Que dire quand même de ces Astros qui, justement, peuvent s'enligner vers, encore une fois, un titre, du moins une place en série mondiale, tu sais. Ben écoute, c'est la 7e fois de suite qu'ils participent en série de championnat de l'américaine. Cette équipe-là a l'expérience que les Braves et les Dodgers voudraient pour passer au prochain niveau. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, Justin Verlander, il est parti, il est revenu. Tu sais, Carlos Correa est parti, George Springer est parti. En 2017, il n'y avait pas des gars comme Jordan Alvarez ou Kyle Tucker qui avaient un rôle prédominant dans le club. Et pourtant, année après année, même si cette année, c'était pas une saison régulière qui passera à l'histoire, je pense que dans tout ce stretch des Astros de Houston, c'est probablement l'édition la moins forte cette année sur papier et sur le terrain présentement. Mais on trouve le moyen, et on l'a vu, José Altuve, circuit de 3 points en début de 9e manche pour placer les Rangers du Texas qui avaient pourtant volé 2 matchs à l'étranger pour prendre les devants 2-0. Et là, qui se retrouvent à coller au mur, sont juste pas tuables. C'est juste ça. C'est l'expérience fait en sorte que peu importe ce qui peut arriver, il y a une solution qui pourra peut-être te sauver de cette situation-là. Ouais, Félix nous a teasé un petit peu, mais vas-y donc voir. Comment on se sent une fois que là, on est passé à autre chose des histoires de tricherie, puis les Astros sont encore là. Comment on se sent? Écoute, moi j'aime bien ce que les Rangers ont construit cette année. Je vais dire ça ouvertement, je suis un amateur de ce qui se passe au Texas. Je trouve qu'on a eu les moyens de nos ambitions, on est allé chercher des gros joueurs autonomes, on est allé chercher des gérants d'expérience, et à la date limite, on n'a pas eu peur de croire en le noyau, même s'il y avait des moments plus difficiles. Et je trouve que j'aime la philosophie qui se bâtit au Texas, et je trouve qu'ils méritent cette opportunité-là. Mais je t'avoue que les Astros, j'ai pas le choix de respecter ce qu'ils font. Tu regardes, puis c'est ça qui est fascinant de cette équipe-là, c'est qu'il y a une résilience, une force de caractère qui est typique de ces équipes-là qui connaissent du succès sans arrêt. Je repense, mettons, aux Patriots des années 2000 et 2010, que même quand il y avait quelque chose il y avait des obstacles sur la route, on arrivait quand même à connaître du succès. Les Astros entrent un peu dans ce niveau-là. Je pense cette année, par exemple, à Kyle Tucker, qui est un énorme morceau de cet alignement-là, qui connaît des séries tellement horribles. Je pense que ça fait 3 fois qu'il alterne entre porter des gants de frappeur, pas porter des gants de frappeur. Il essaye juste de sortir de ce slump-là. Et tu vois, mettons, au match numéro 2, Framber Valdez, qui a connu un départ complètement horrible. Sa première manche était à oublier. Mais même à ça, l'équipe ne se laisse pas abattre par ça. Et tu regardes aussi le gros circuit d'Adolis Garcia au match numéro 5. Ce circuit-là aurait pu assommer bien les équipes, dans le sens où ça a tellement été un gros moment qui a fait switcher le momentum, et il y a des équipes qui auraient pu s'écraser. Bon, là, il y a eu le petit scandale de Brian Abreu qui atteint Garcia à sa présence au bâton suivante. Ça a peut-être un peu rebalancé. Ça a peut-être ravivé les esprits, réveillé un peu l'ours qui dormait à Houston. Mais cette équipe-là est capable, sait comment gagner, est capable de le faire, et est capable de se relever quand on a des moments difficiles comme ça. Parce que le circuit de Garcia, ça a été un moment difficile pour cette équipe-là. Mais les Astros ont réussi à s'en relever. Et ils méritent cette opportunité de continuer à se battre pour la série mondiale. Vas-y. Ouais, non, mais finis ton point. Puis j'ai une petite question sur vous lancer, à vous lancer après. Là. Mais j'aime ce qu'on est capable de faire. J'aime la mentalité de cette équipe-là. Puis j'aime l'attitude de il n'y a rien qui va nous arrêter. Puis on va se rendre jusqu'au bout comme à chaque année. Donc, dans un monde où, là, je veux pas jinxer, malgré que Félix, tu souhaiterais peut-être que je jinx, où les Astros remportent un 3e championnat de suite. Un three-peat. En fait, non, pas de suite. Un troisième présence de suite en série mondiale, oui. Ouais, troisième championnat de l'américaine, entre guillemets. Ouais, c'est ça, de l'américaine. Est-ce qu'on peut commencer à les considérer comme étant comme l'une des comme bonnes dynasties? Là? Non, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de gagner. Je pense que c'est déjà... Tu sais, on parle beaucoup de LeBron James qui a été quasiment une décennie de suite en finale de NBA. Oui. Ça, c'est un petit peu plus... On parle de, c'est 2000, c'était quoi? C'est 2011 jusqu'à 2019. Exactement, là, quasiment une décennie. Bon, c'est là tu vas me parler que c'est plus individuel, qu'il a fait ça avec 3 équipes différentes. OK, fine. Mais tu sais, on parle quand même d'une équipe qui s'est rendue en finale de sa ligue 7 années de suite. Là. C'est pas rien non plus. Puis ils ont dû traverser... beaucoup pour se rendre là. Tu sais, on parlait de José Altuve aussi. Ce gars-là a eu le yips, là, tu sais, dans les mémoires de la drôle de saison de 60 matchs en 2020. On se souvient que José Altuve n'était même plus capable de faire un jeu défensif au 2e coussin, puis il s'en est sorti.
Fait que moi, je pense que gagne ou perd, là, peu importe comment cette finale américaine va se terminer, là, je pense que les Astros de Houston, c'est une dynastie, puis c'est probablement la plus grosse dynastie des années 2000, plain and simple. J'adore la référence, by the way, au Yips puis à How I Met Your Mother, quand même, il faut respecter ça. Mais écoute, je vais juste poursuivre un peu sur ce que Pop disait parce que je vais dans le même sens que lui. Je suis d'accord sur le fait que les Astros sont une dynastie. Et pour moi, les Astros sont devenus une dynastie au moment où ils ont gagné la Série mondiale l'an passé. Oui. Parce que cette équipe-là a connu du succès vers la fin des années 2010. Et là, le scandale est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ils auraient pu complètement s'écraser et là, l'état de la dynastie aurait vraiment été en doute. Mais l'équipe a continué de gagner. On a gagné la Série mondiale l'an dernier. Moi, pour moi, ça montre le caractère, ça montre que cette équipe-là est vraiment constituée de champions. Et même si j'ai pas nécessairement beaucoup de sympathie pour tous les membres de cette organisation-là, disons, je vais quand même respecter la culture, peut-être pas la culture du Heat, ceux qui ont écouté l'épisode avec Gano se souviendront, là, mais c'est quand même la culture qui est en train de s'établir, la culture d'organisation. On a réussi à se relever de ça, et pour moi, même si on perd ce soir et demain, même si l'équipe se fait éliminer, pour moi, les Astros demeurent une dynastie, parce que au baseball, 7 années de suite en série de championnat, c'est du jamais vu quasiment. Ça doit être déjà vu, mais dans l'état actuel des choses, c'est tellement difficile de faire ça. Les Dodgers, les Yankees, les Red Sox, toutes ces grosses équipes-là ont jamais été capables de faire ça. Et les Astros ont réussi avec un noyau majoritairement construit à l'interne. Pour moi, c'est une dynastie et c'est peut-être, comme Pop le disait, la meilleure dynastie depuis le tournoi. Peut-être à part les Giants début 2010, où ils avaient gagné 3 championnats en 6 ans. Mais c'est ça qui est le plus frustrant. C'est pas que les Astros ont triché, c'est qu'il n'y avait pas besoin de tricher. Il n'y avait pas besoin. Aussi, mais tu sais, au baseball, est-ce qu'on peut dire que tout le monde joue 100% clean? Est-ce qu'on peut juste dire que c'est les Astros qui se sont fait pogner à leur propre jeu? C'est la culture du sport. En tout cas, ça c'est un autre détail, mais je pense que... En tout cas, moi, personnellement, le 2017, moi, c'est dans mes souvenirs, moi, c'est oublié, mais on est juste fâché parce qu'il n'y avait pas besoin de tricher. Il aurait passé les Dodgers, il aurait passé les Yankees en finale pareil, même s'il n'y avait pas eu besoin. Mais, ça aurait été peut-être plus tough peut-être, mais bon, ça, on verra comment que le reste de ce match-là, en espérant qu'on ait au moins un match 7, parce que ça a pris du temps avant que cette série-là donne un peu d'étincelle, puis je suis content de voir que il y a eu un peu de drama dans le match 5 avec Adolis Garcia et tout ça. Là. Yes. De l'autre côté, dans la nationale, pour terminer un peu ce qui est baseball, Félix, je te regarde en ce moment. Je te donne un regard perçant parce que ça n'a pas été une belle soirée au bureau pour les Diamondbacks hier qui maintenant peuvent subir l'élimination cette semaine. En fait, demain. C'est ça, demain, pour être plus précis. Félix, quel est le pouls de tes Diamondbacks, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais les Diamondbacks m'ont fait vivre des choses depuis le début de cette run de série-là. Et perdre les 2 premiers matchs à Philadelphie, ça a quand même été un dur retour à la réalité. Mais ce que j'ai aimé, je te parlais tantôt de la résilience des Astros. Les Diamondbacks ont démontré tellement de résilience dans les matchs 3 et 4, avec l'énorme sortie de Brandon Pfaadt au match numéro 3, le jeune lanceur recru qui avait l'air de Randy Johnson dans ses belles années dans l'uniforme des Diamondbacks, et Ketel Marte qui s'est assuré de donner la victoire sur un walk-off en 9e manche. Et on a aussi une autre remontée, les Answerbacks qui ont encore été de retour avec Gabriel Moreno et surtout la bombe d'Alec Thomas avec l'épisode de la semaine passée. Oui, mais aussi avec Alec Thomas qui a tapé une bombe. Je pense que la balle est encore en orbite aujourd'hui. Une vraie... C'était vraiment... Direct dans la piscine. Direct dans la piscine. Ça, c'est rare. La piscine était là. Fallait que ça tombe dans la piscine circulaire. C'est la seule fin qui était poétique pour ça. Le match 5 a fait mal, mais c'est une affaire que je dis de cette équipe-là, c'est que les Diamondbacks vont jamais abandonner, vont jamais se laisser mourir. Cette équipe-là l'a montré toute l'année qu'elle a le caractère pour gagner. Merrill Kelly va lancer demain. Merrill Kelly est un des 2 meilleurs lanceurs et Zach Gallen qui n'a pas été bon. Est-ce que Merrill Kelly va pouvoir sauver les Diamondbacks? Je pense que ça va être difficile, mais je pense que c'est possible. Et au match 7, on retourne avec le Randy Johnson des temps modernes. Brandon Pfaadt va lancer. Ce sera pas facile parce que ça va être à Philadelphie, dans une ambiance qui est complètement folle en série. Mais moi, s'il y a une chose que cette saison-là m'a appris, même si les Diamondbacks perdent 3-0 en 7e manche ou qu'ils perdent 3-2 dans une série, tu ne les comptes jamais pour battre. Fait que si comme un bon journaliste a déjà demandé à Chris Paul, donc Félix, toi tu es un représentant des Diamondbacks, est-ce que vous allez être de retour pour un match 7? Est-ce qu'on va être de retour pour un match 7? Chris, t'es pessimiste, tabarnak. Oui. Non, mais c'est pas facile parce qu'ils sont bons, les Phillies. Ils sont vraiment bons. T'es-tu vraiment un fan? Hey, je pense que je vais aller texter Charles-Alexis pour lui dire, là. Parce que. Mio, c'est une marque de respect aux Phillies. Mon hésitation est une marque de respect aux Phillies qui est.
J'avoue, en ce moment, je les aime pas parce que je veux que les Diamondbacks gagnent, mais Kyle Schwarber qui frappe un circuit. Toi, tu vas faire des j'ai l'impression cauchemars de Kyle Schwarber. là. J'ai l'impression tellement qu'à d'aller chaque fois jaser que- à Charles Alexis, là, il va tellement être fier là, quand je vais le dire. Mais quand Schwarber arrive au bâton, la balle elle part à au moins 600 pieds à chaque fois. Il me fait tellement peur. Bryce Harper est le héros des séries. Castellanos, des belles séries. J'aime l'alignement des Phillies, mais les Diamondbacks vont gagner demain et on va avoir droit à un excellent match-up que les Diamondbacks vont gagner parce que comme je l'avais dit au début de la série, les Diamondbacks vont gagner cette série-là. La triple menace, 9e épisode du 23 octobre. On vient de jaser de baseball un peu. On a parlé de Kyle Tucker qui avait l'occasion de faire du dommage, mais finalement, on limite les dégâts. Par contre, les Astros de Houston qui viennent de réduire l'écart à 3-2 sur un ballon sacrifice en fin de 6e manche. C'est pas terminé. Est-ce que les Astros vont réussir une autre remontée? Est-ce que les Rangers du Texas vont un peu détruire ce narratif-là qui ne sont pas capables de gagner les matchs importants en série? Là est la question. Mais là, on se transporte du côté du basket parce que, mesdames, messieurs, on a 3 sports majeurs en action et le 4e commence à partir de mardi, soit dans le circuit Silver. La NBA reprend du service. Messieurs, on a fait un sondage du côté d'Aléo 360. On avait quelques questions à voir, quelques prédictions, quelques opinions brûlantes à donner. Les boys, est-ce qu'il y en a qui sont embarqués dans le hype train du Thunder Oklahoma City comme moi, ou vous êtes comme Félix qui va prendre probablement pour une équipe qui va manquer le play-in à la fin de l'année, les Timberwolves du Minnesota? Wow! Ok, le respect décède de même, ok? Oui, non, Hey, moi ça fait même pas 2 minutes que le bloc de basket est commencé, puis le respect est déjà mort. Wow. Non. Pour vrai, je fais ça, j'ai exagéré, je crois, quand même au potentiel des Timberwolves du Minnesota. J'ai même mis Anthony Edwards dans mon top 5 pour l'MVP, pas top 3, mais position 4-5 pour MVP. Moi, ça serait peut-être mon classement pour Anthony Edwards. Je vois de grandes choses pour lui de ce côté-là. Mais, Miu, je regarde ça vite. C'est toi qui gères un peu le sondage. Est-ce qu'on a... Écoute, j'étais le boss man du sondage. C'était le boss man du sondage. Qu'est-ce qu'on en pense de ce côté? Là? Est-ce qu'on voit certaines équipes qui pourraient causer quelques surprises? C'est sûr qu'on parle beaucoup des Bucks. On parle beaucoup des Nuggets pour un back-to-back win cette année, faire un two-peat. Mais est-ce qu'il y a quelques équipes qui se démarquent un peu? Hey, écoute, ce que j'adore avec le fait de faire un sondage avec les boys d'Alley-Oop, c'est qu'on a toutes des takes un peu bizarres, on a toutes des takes un peu spéciales, toutes des prédictions brûlantes, tel le veut le concept. Puis, en effet, selon ce que les gars ont prédit jusqu'à présent... On va préserver l'anonymat de certains pour pas... Quand même, je vais les garder. Mais on a les réponses mardi. en receipts bien cachées qu'on va pouvoir ressortir un peu plus tard. Non, exact. Comme moi qui avait prédit il y a 2 ans que Ben Simmons allait être le MVP des Nets puis qu'il allait revenir. Oh my god, ça c'était horrible. Non, mais ça pour dire que, tu sais, quand même, les boys sont allés dans toutes les directions. Autant qu'une équipe va être bonne, comme tu dis avec le Thunder, autant qu'une équipe va être nulle à chier, comme il y en a un qui a dit que les Timberwolves vont être bottom 5 dans l'Ouest et vont manquer d'ailleurs le play-in. Je pense que c'est ma take favorite que j'ai eu à lire parce que j'ai même pas eu à consulter cette personne-là. Puis nous deux ensemble, on est capable de rejoindre nos cerveaux puis de rendre la vie difficile à Félix Forget. Quand même, je tiens à rappeler que l'année passée, moi, j'avais dit que les Timberwolves du Minnesota n'allaient pas faire grand-chose, même avec l'ajout de Rudy Gobert. Mais non, écoute, le monde sont optimistes sur des équipes comme le Thunder puis le Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando? Oui, il y a quelqu'un qui s'est prononcé. Lui, on va conserver son anonymat, ça, for sure. Quand même, mais on est quand même, je pense que j'ai eu 2 réponses qui sont très optimistes vers
vers le Magic d'Orlando. On est très pessimiste aussi du côté des Celtics et des 76ers. On a même 2 personnes qui sont allées jusqu'à dire que Joel Embiid ou Jaylen Brown seraient des noms qui pourraient être échangés d'ici la date limite si ça ne va pas bien de leur côté. Écoute, moi je regardais surtout la course pour recrue de l'année. Parce que là, on parle beaucoup de Connor Bedard pour l'instant, mais on a l'équivalent de Connor Bedard qui rentre dans la NBA cette année. Victor Wembanyama, is he the real deal? Est-ce que c'est vraiment lui qui va vraiment remporter sans même forcer le titre de recrue de l'année? Ou un gars comme Chet Holmgren avec le Thunder de Oklahoma City qui était supposé jouer l'année dernière, mais qui n'a pas joué un match à cause d'une longue opération, a dû rater toute la dernière saison, va faire son entrée cette année, peut causer du trouble à Victor Wembanyama pour le titre de recrue de l'année. Là. Oui, ben, moi, déjà, de un, je lance quand même ma prédiction. Je vais pas passer par 4 chemins. Victor Wembanyama est quand même ma recrue de l'année. Il est tout simplement impressionnant. On l'a vu dans le match cette semaine contre les Warriors sur un jeu en défensive en tant que tel. En un pas de la ligne du 3 points, est capable de quasiment couvrir, de s'accroupir pour aller chercher le ballon d'un joueur qui est facilement un pied plus petit que lui et après ça repartir de l'autre côté à l'attaque. Il est tout simplement impressionnant. Puis on peut dire ce qu'on en veut, c'est du basketball de pré-saison, mais la pré-saison de la NBA est très courte justement. On veut quand même maximiser le potentiel de nos joueurs vedettes. Puis Victor Wembanyama a tout le talent d'un joueur vedette. Tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il reste en santé toute la saison parce que je vais pas non plus y aller jusqu'à dire qu'il pourrait être un recrue de l'année à l'unanime. Là. Quand même, je vais donner tout le crédit à Chet Holmgren. Il a été incroyable lui aussi dans leur match contre. Puis quand même aussi, pour terminer quand même ce petit top 3, j'avais quand même Scoot Henderson, 3e aussi. Il a été très impressionnant. Un niveau de basketball très mature pour son âge aussi. Puis dans une équipe si peu développé ou il va avoir de la place Scoot Anderson là, il va tellement avoir de place avec Portland que... il va avoir les clés de la ville là. Je veux dire, il laisse faire à Portland et je pense que c'est une des meilleures façons pour qu'il puisse se développer. Laissez-y jouer. On repensera à un système, à une culture éventuellement, mais il faut quand même que Scoot Anderson joue dans la NBA, mais c'est de s'en surveiller. Point final, Victor Wembanyama. Je vais me diriger vers toi, Félix, parce qu'on a beaucoup de jasé ensemble, justement, de nos réponses, un peu de tout ça. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui croit au potentiel de Shai Gilgeous-Alexander. Peut-être que c'est un peu de recency bias à cause de la dernière Coupe du Monde de la FIBA avec le Canada, où il a carrément transporté cette équipe-là. Est-ce que ça peut être vraiment un candidat MVP? Est-ce qu'ils peuvent détrôner des géants littéralement et de manière... littéralement et physiquement sérieusement comme des gars comme Giannis Antetokounmpo puis Nikola Jokic? Moi, je vais t'avouer que Giannis est mon favori pour le titre de MVP. Je pense qu'avec Damian Lillard, il va avoir beaucoup de... Je pense que ça va y ouvrir le jeu, ça va y faire de la place et je pense que ce serait absurde d'écarter Nikola Jokic de la course, surtout après que les électeurs aient pris une pause de lui donner. On sait que la fatigue des électeurs est un phénomène dans la NBA au niveau des honneurs. Mais si j'avais à compléter un top 3 de mes favoris pour le titre de MVP, j'aurais Shai Gilgeous-Alexander en 3e place. Et ce que je trouve plate, Pop, c'est que toi et moi, on a la même prédiction osée cette saison avec le Thunder qu'on voit tous les deux terminer dans le top 3. Yeah. Et je pense que si on veut que le Thunder finisse dans le top 3 de l'Ouest, ça va prendre un Shai Gilgeous-Alexander à un autre niveau. Je parle souvent d'Anthony Edwards, que je pense que cette saison, il va prendre un énorme pas vers l'avant, mais je pense que Shai Gilgeous-Alexander va faire la même chose à Oklahoma City. Commence à être très bien entouré avec des gars comme Josh Giddey, avec des gars comme Chet Holmgren, qui va débuter sa carrière cette saison. Lugans, il va avoir des ressources. Faut quand même pas oublier. Lugansdor aussi. Et on a aussi J-Dub, Jalen Williams. Les deux J-Dub en fait. Les deux J-Dub sont là. Fait que j'aime le noyau qu'on est en train de construire du côté d'Oklahoma City et je pense que c'est la saison où est-ce que finalement on va reconnaître Shai Gilgeous-Alexander à sa vraie valeur comme l'un des 10 meilleurs joueurs de la NBA. Je pense que Shai Gilgeous-Alexander va atteindre ces niveaux-là et qu'il va se mériter de la vraie considération en NBA.
non seulement comme étant un des 10 meilleurs joueurs, mais certainement un meilleur joueur qu'Anthony Edwards. Oh, quand même pas. Écoute, mais les deux sont différents. Par exemple. Oui. Mais je pense que si j'avais besoin d'un gars pour marquer un point, je veux Anthony Edwards. Anthony Edwards a une facilité à marquer qui est déconcertante, mais chez Gilgeous-Alexander est tellement un joueur complet, tellement beau à regarder. Si vous voulez, moi c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus à voir jouer. J'adore son coffre à outils offensif, ça m'impressionne. Honnêtement, s'il gagne l'MVP, je demande tout de suite à ce qu'on amène Liam Hood sur le balado parce que de tous les fans de Shai Gilgeous-Alexander qui existent dans ce monde, je ne connais personne qui le soutient plus que notre cher bossman Liam Hood. Et je vais aussi faire mon mea culpa sur Gilgeous-Alexander. Ça m'a pris un peu de temps avant d'embarquer dans Gilgeous-Alexander. J'avais des doutes sur lui pendant une bonne partie de ses premières saisons, mais dans les derniers mois, les dernières années même, il m'a démontré l'étendue de son potentiel. Quel joueur de basketball, et je pense que le Thunder va prendre un pas vers l'avant grandement grâce à lui. Et s'il y a une chose qui est importante pour les votes de MVP, c'est les stats individuelles, et Gilgeous-Alexander va avoir l'occasion d'en ramasser des tonnes, et encore plus de tonnes avec le Thunder cette saison. Probablement un gros candidat peut-être pour champion marqueur de la NBA la saison prochaine. On sait jamais de ce côté-là. Oui. SG a probablement été un des joueurs qui s'est le plus amélioré. L'année dernière, ça a été vraiment un breakthrough season en 2022-2023. Le joueur qui peut le plus améliorer, moi je vois un peu Josh Giddey, aussi son coéquipier, Shaedon Sharpe. On a Shaedon Sharpe qui, un peu comme Scoot Anderson, va avoir les clés de la ville maintenant que Damian Lillard n'est plus avec les Trailblazers. Je vois aussi peut-être un Bénédicte Mathurin prendre plus de responsabilités avec les Pacers. Est-ce que vous pensez peut-être qu'on peut avoir un Most Improved Player au Québec avec le cher Ben de Montréal-Nord? Définitivement, j'avais fait justement un petit reportage pour Aliou par rapport aux joueurs québécois, dont Bénédicte Mathurin justement. Puis ça, j'avais mentionné une couple de semaines justement qu'on a 5 joueurs québécois dans la NBA cette année. Puis Rick Carlisle, il a confirmé que il veut en donner beaucoup plus à Bénédicte Mathurin. Puis c'était pas juste que d'aller marquer des points, parce que Bénédicte Mathurin a quand même moyenné presque 17 points à sa saison. En sortie de banc. Mais Rick Carlisle, en sortie de banc. Là, maintenant, Rick Carlisle, selon ce qu'il dit vite en début de saison, Bénédicte Mathurin va être partant pour les Pacers cette saison. Ils vont en prendre un peu plus à Buddy Hield. Au Katawa, Buddy Hield être changé au 3, donc au small forward. Il veut en donner beaucoup plus à Bénédicte, puis ça passe aussi par la défensive. Fait que, pour ce qui est de son apport offensif, à suivre ce que ça va être, c'était vraiment le gars pour aller chercher des points, mais là, Rick Carlisle, il veut vraiment maximiser son potentiel défensif, ce qui, honnêtement, serait intéressant pour un candidat au joueur le plus amélioré, ouais. Parce que souvent, on va juste regarder le total de points, comme on a vu par exemple avec Pascal Siakam qui est passé d'une saison de 7 points, d'une saison à 19 points. On est comme, hey, cool, marquer plus de points, mais Pascal Siakam est aussi devenu comme un des bons joueurs défensifs de la Ligue, puis un des bons joueurs défensifs sur l'équipe des Raptors cette année-là. Donc, je pense que la candidature de Bénédicte Mathurin se démarquerait plus par son apport défensif qui devrait être accru cette saison. C'est un des joueurs à considérer, mais moi, mon choix personnel irait sur Alperen Sengun. Oh, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Écoute, mon cœur va aussi à Bénédicte Mathurin, comme tu le disais, pour les mêmes raisons. Le bon vieux petit gars de chez nous, comme on dit. Mais un peu pour je vais y aller pour une raison, peut-être un choix plus rationnel. Anthony Simons, avec Damian Lillard qui est parti maintenant à Portland, Anthony Simons va avoir beaucoup plus de place à Portland pour être la bombe offensive qu'il est capable d'être. Et je pense qu'Anthony Simons est capable d'être un excellent garde qui est capable d'amasser pas mal de points dans la NBA. Je pense que le fait que Lillard s'en aille va y ouvrir de la place. Et Scoot Anderson va prendre une partie des projecteurs. Mais je pense qu'au final, ça va être le vétéran Simons qui va comme
gérer un peu, plus aider Scoot Henderson à s'intégrer en étant comme le marqueur des deux. Et on sait que Simons est un joueur un peu électrisant quand même. On parle d'un gars qui a fait le concours de dunk, si je ne m'abuse. Donc on a un gars qui est capable d'aller chercher la lumière des projecteurs. J'aime le potentiel de voir Anthony Simons gagner ce trophée-là cette année et je pense qu'il va connaître une très grosse saison. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'Ouest, il y a comme Denver qui est au sommet, puis il y a un gros tas qui peut essayer de ramasser le classique. dans le classique. Dans le top 5. Tu sais, des équipes comme Memphis, Sacramento, même Minnesota un peu, ou peut-être même OKC pourront peut-être se faufiler là-dedans. Juste un petit rappel que la saison 2023-2024 de la NBA se met en marche mardi soir du côté de Denver. On va hisser la bannière de champion avec la visite, bien sûr, de LeBron James et des Lakers de Los Angeles. Ça va se terminer vers 10h ce soir avec les Warriors de Golden State qui accueillent Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker et les Suns de Phoenix du côté de la Bay Area. Pour conclure ce bloc basketball, messieurs, j'ai pas le choix de vous le demander. Qui gagne le chip? Est-ce qu'on a un deuxième Larry O'Brien dans le Mile High, Colorado? Je vais me mouiller en premier. L'année passée, j'ai fait l'erreur d'avoir comme prédiction osée que les Celtics allaient connaître une saison terrible, qu'on allait sortir, on allait même pas faire partie du top 4 de l'Est et qu'on allait finir par se faire sortir relativement en série. On sait comment ça a fini, comme une peinte de lait au soleil. Donc cette année, j'y vais complètement à 180. J'aime les acquisitions qu'on a faites du côté de Boston. Je pense qu'avec Kristaps Porzingis, s'il est capable de rester en santé, je pense qu'on est allé chercher pas mal, on est allé chercher une idée intéressante à Boston, et c'est eux que je place comme favoris pour le championnat. Même si Milwaukee revient souvent, même si les Nuggets reviennent souvent, même si les Suns reviennent aussi parfois, je pense que ça va être finalement l'année des Celtics. Je pense que c'est enfin cette année qu'on va les voir atteindre leur plein potentiel. Est-ce que dans l'Ouest, est-ce qu'on met Denver dans l'Ouest? Oui, on a Denver. Okay. Non, tu sais quoi? Non, tu vas pas aller là. Denver, non. Denver, ce serait la réponse rationnelle. Je sais que c'est la réponse facile. Mais tu sais quoi? Non. En l'honneur de Mio. Non. Oui. Non. Oui, Mio. Non. En l'honneur de Mio, les Timberwolves vont être en finale cette année. Anthony Edwards va connaître une saison, va amener cette équipe-là en série au bout de ses bras. Quand Anthony Towns va être de retour, Rudy Gobert, juste pour Mio, va avoir d'excellentes séries. Jalen McDaniels va finalement devenir ce qui est supposé être. Les Timberwolves vont être en finale de la NBA. Ça. Hey Félix, je vais te placer demain matin. Non. Cet extrait audio est déjà échantillonné et sera gardé très précieusement. Mio, est-ce que tu as une take aussi outrageous que Félix pour la finale de l'NBA pour les champions? Pas vraiment, non. Tout ce que j'ai à dire, la parité, c'est une belle chose en sport. On aimerait ça que tout le monde puisse l'emporter, mais only one may stand. Et ce que j'ai remarqué en cette pré-saison, les Nuggets de Denver sont là pour rester. Ils ont de l'air complètement imbattables. La perte de Bruce Brown ne semble pas avoir affecté ce que l'équipe est en général. Les Nuggets, man. Les Nuggets, puis du côté de l'Est, je m'attends à un combat serré entre Milwaukee et Boston, comme probablement 97% des amateurs autour du monde. C'est de loin les équipes qui ont l'air le plus imposantes. Ce sont les deux équipes qui se sont le plus améliorées dans l'Est, tandis que les autres n'ont pas fait grand-chose, ou en même temps n'ont pas le même star power non plus que Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, on va se le dire. Là. Mais je m'attends à ce que Nuggets l'emporte face aux Bucks de Milwaukee. J'ai la même chose, donc vivement l'originalité. J'ai quasiment l'impression d'être l'équivalent sportif d'une fan de Taylor Swift, c'est-à-dire basique comme pas possible. C'est tout ce que j'ai à dire. Wow. Ça ose m'attaquer. Ça m'a attaqué au début, ça m'attaque à la fin du segment de basketball. Écoute, on pense ça comme ça finit. Juste rappeler aussi que est-ce qu'on va peut-être voir LeBron James défoncer un plafond de verre et atteindre 40 000 points en carrière? Ça pourrait arriver. Je suis pas justement rendu indifférent à cette affaire-là, puis au débat du GOAT. Là, sans parler de GOAT, mais tu sais, juste, vu que 40 000, c'est beau, là, on est à 38 652, on est peut-être
dans la dernière poussée de LeBron James, mais ça, on aura ça un petit peu plus tard de ce côté-là. Bloc hockey, oui. mesdames, messieurs. On parlait d'équipes frauduleuses, on parle d'équipes qui on semble trouver la fontaine de jouvence, mesdames, messieurs. Mio, tu regardes les Penguins de Pittsburgh, Evgeny Malkin est devenu ton GOAT. Evgeny Malkin, c'est le GOAT. J'ai toujours été un grand fan d'Evgeny Malkin et c'est pas seulement par son jeu impressionnant pour être un attaquant de puissance redoutable au talent démesuré qui a de la misère à s'exprimer en anglais et qui parfois s'est même retrouvé à jouer avec 2 gants dont chacune des mains est d'une marque différente. Mais Evgeny Malkin est tout qu'un personnage puis il a encore démontré cette semaine, en fait en semaine d'ouverture de la LNH. Evgeny Malkin qui présentement accumule 8 points à ses 5 premiers matchs, meneur chez les Pingouins. C'est le fun à voir, là, je veux dire. Tu sais, autant que je te donne la flaque parce que t'es vieux, j'ai quand même aussi regardé les Pingouins de 2007 puis de 2008. J'ai été à Boisbriand à l'Arena lorsque Pascal Dupuis s'est pointé le nez avec la Coupe Stanley. Là. J'étais là. OK. C'est le fun à voir. Moi là. qui est un fan fini d'Alexander Ovechkin, moi qui regarde les Caps vieillir, mais dans une direction complètement différente, mais ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, on dit ça, puis les Pingouins ils sont quand même juste 2-3. Non, je veux dire, c'est les sûr. joueurs en tant que tels, individuellement, c'est cool à voir, ils sont de retour, mais en même temps, faut que tu puisses gagner des matchs, puis dans la métropolitaine, sont 7e. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sexy en avant, mais en arrière, c'est le même problème que les Pingouins. Ils n'ont pas gagné une ronde de série depuis 2018. Je le rappelle encore, pas gagné une ronde de série depuis 2018, et on vient greffer. La série des Capitals. Oui, Evgeny Kuznetsov qui avait enfin brisé les Pingouins back in the days. Mais bon, vous les avez voulu, Rick Carlson. C'est nice, c'est sexy, mais bonne chance avec le reste, les chums. Ouais, exact. Félix, qu'est-ce que t'en dis, toi, de ton côté, pour ce qui est de nos Pingouins de Pittsburgh? Les Pingouins, je pense qu'on va avoir une saison. Je pense qu'Eric Carlson va aider à améliorer les performances individuelles de ce club-là, mais je pense que tant que la situation devant le filet reste comme ça, je pense que Tristan Jarry n'est pas un bon gardien de but. Non, tu trouves? Je pense que c'est peut-être le take le plus froid que je vais avoir aujourd'hui, mais Tristan Jarry n'est pas un bon gardien de but. Cette équipe-là ne gagnera pas de ronde de série tant que Tristan Jarry est le gardien numéro 1. Mais peut-être qu'un échange à la date limite va venir tout sauver. Mais pas avec Tristan Jarry. Hey, c'est quoi, t'as besoin de quoi de plus? C'est fucking Eric Carlson. Mais je crois pas à Tristan Jarry. J'y crois pas. J'y crois pas à Alex Nedeljkovic. Je crois pas à aucun gardien dans cette organisation-là. C'est un reverse Carey Price. Oui, totalement. C'est vrai que c'est totalement l'événement. Mais cette équipe-là, devant Prime Carey Price, ok, et t'as la meilleure équipe jamais assemblée. Mais Tristan Jarry, devant n'importe quelle équipe du Canadien, derrière n'importe quelle équipe du Canadien depuis 20 ans, je sais même pas s'il gagne 15 matchs. Pour de vrai, ça serait une grosse équipe des Résidences Soleil pour de vrai à l'âge que ces joueurs-là aujourd'hui. J'aime ça, oui. Parlant justement, on parle de Sidney Crosby, tout ça. Bon, à quoi bon parler de grands joueurs canadiens? Ce n'est pas de notre cher Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton qui connaissent un début de saison plutôt décevant. On pourrait même peut-être les qualifier de frauduleux. Quand même, en guise de rappel, les Oilers sont 1-4 présentement et ont subi la défaite samedi soir contre les Jets de Winnipeg alors qu'ils menaient 2-0 de mémoire. McDavid a dû quitter la rencontre en raison d'une blessure, mais on estime quand même qu'il devrait être de retour dans 1 à 2 semaines. Est-ce que, comme diraient nos bons collègues journalistes des médias traditionnels francophones, est-ce que c'est l'heure d'appuyer sur le bouton panique? De la dire peser sur le bouton panique, non. Mais, tu sais, ils sont 1-4, 4 défaites, mais il y a 2 défaites de même, ils ont comme accordé 8 buts. Là, on est en train de voir un peu, les Oilers, on est en train de voir un peu comme les Leafs de Toronto, un peu. On dirait, on prend les mêmes caricatures, mais on les booste encore plus, comme si un caricaturiste avait passé sur une caricature. Tu sais, Connor McDavid, Leon Draisaitl, on sait, ils vont faire 100 points, une main dans le dos, mais en arrière, c'est toujours dur. On n'a pas de gardien. C'est shaky en défense. La profondeur, c'est toujours questionable. Tu sais, les Oilers partaient quasiment comme une étiquette de peut-être champion avec les meilleures chances de gagner la prochaine Coupe Stanley. Écoute, j'ai de la misère à voir ça, puis surtout avec ce qui se passe présentement, là, on a Connor McDavid qui sera absent pour encore quelques jours. C'est vraiment dur, mais
ce qui peut les aider, c'est que la division Pacifique, c'est pas la plus puissante sur la planète. Tu sais, il y a les Flames, il y a les Kings. Tu sais, je pense que ça va jouer entre LA et les Oilers pour le titre de champion de la division. On a les équipes de la Californie comme San Jose ou Anaheim qui vont se battre pour le bas. Mais pour le reste, d'après moi, nos chers huileux vont devoir trouver quelque chose parce que on risque peut-être de faire un Angels de Los Angeles de nous-mêmes encore une fois cette année. Là. En fait, moi, si j'ajouterais juste une chose par rapport aux Oilers, tu parlais un peu de la défense des gardiens. Je te disais tantôt que j'aimais pas Tristan Jarry. Écoute, ça, c'est peut-être... Écoute, j'avais sur un take un peu plus froid, là, je vais peut-être aller sur quelque chose de plus chaud. Les Oilers, j'aime quand même un peu ce qu'on a en défense comme gardien. J'aime Mathias Ekholm. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore Mathias Ekholm qui avait transformé cette équipe-là. En deuxième moitié de saison, quand il est arrivé à Edmonton, c'était incroyable. Totalement différent. Puis, Darnell Nurse vaut pas 9,5 millions, mais il reste quand même un défenseur qui est correct. Evan Bouchard, j'adore Evan Bouchard, surtout sur un avantage numérique. Les Bush Bombs, j'adore Evan Bouchard. Et Stuart Skinner, c'est peut-être un facteur, peut-être que ça biaise un peu mon analyse, mais il y a une chose qui me fait en sorte que j'ai envie de croire en Stuart Skinner, sa moustache. J'ai envie de croire au gardien moustachu. Je sais pas pourquoi, je crois plus en Skinner qu'en Tristan Jarry, peut-être parce qu'il est jeune. Je crois pas en Jack Campbell, mais j'aime quand même le potentiel d'un gars comme Skinner. Si il est capable de lever son jeu d'un cran, cette équipe-là va être en voiture. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est un peu difficile et je me demande qu'est-ce qui pourrait faire un peu changer la donne en ce moment, parce qu'il n'y a pas de solution à court terme pour une équipe qui a déjà autant de hauts salariés dans sa formation. Tu sais, on a perdu 8-1, 4-3 contre les Canucks de Vancouver, 4-1 contre les Flyers de Philadelphie. Là, on perd un match difficile où on menait pourtant 2-0 contre les Jets de Winnipeg. Puis là, on conclut le mois avec Minnesota, les Rangers de New York, les Flames de Calgary. Tu sais, on perd déjà des points qui étaient déjà à notre portée, qui vont peut-être faire mal au bout de la saison, qui va peut-être déterminer un affrontement plus difficile ou non en première ronde des séries éliminatoires. C'est ça un peu qui pourrait faire mal aux Oilers là, au bout de la run. Là. Oui, définitivement, on va suivre ça. Si on veut rester un petit peu vite avant de rapper ça, dans le Pacifique, dans la section Pacifique, quand même mentionner que les Golden Knights de Vegas en ce moment n'ont aucunement ralenti. 6 victoires à leurs 6 premiers matchs. Quand même, du côté des Ducks, quand même, on commence à se replacer. On voit du bon chez les jeunes, puis c'est franchement encourageant pour le futur de la formation d'une ère post-Ryan Getzlaf. Vite quand même, toujours pour rester dans la Pacifique, Andrzej Kopitar est maintenant le plus vieux King de Los Angeles, et non pas par l'âge, mais par le nombre de matchs joués. Prend le plus grand joueur de l'histoire de la formation, a quand même été... pas le capitaine réellement parce que c'était Dustin Brown lors de ces 2 Coupes Stanley-là, mais a été prendre le meilleur joueur, tout ce qu'on parle offensif, défensif, joueur complet, il l'a. Messieurs, vas-y, écoute, je voulais juste mentionner Andrzej Kopitar, 1297 matchs joués, qui d'ailleurs, soit dit en passant, était à seulement 6 mentions d'aide aussi de rejoindre Marcel Dionne pour le plus grand nombre de mentions d'aide dans l'histoire des Kings. C'était juste un petit rappel que je voulais soulever du côté de Andrzej Kopitar, fier représentant de la Slovénie, mesdames, messieurs, un pays tout autant épique, qui a donné un seul joueur à la Ligue nationale, mais tout un, mesdames, messieurs. Oh oui. Exact. Tout au plus intéressant comme intervention. Mais, mesdames et messieurs, chers auditeurs et chères auditrices, c'est ce qui met fin à cet épisode du 23 octobre de La Triple Menace. Quand même à surveiller cette semaine, comme toujours, des semaines remplies de sport. Alors, cette semaine, on va avoir le droit au NHL Frozen Frenzy. Donc, les 32 formations de la Ligue nationale seront sur vos ondes. Vous allez pouvoir regarder ça. Il va pas manquer de hockey. Sinon, la NBA, on en a parlé, va débuter mardi. Donc, on vous invite justement à jaser un petit peu avec nous de ça. Et quoi bon jaser de nous si c'est avec nous, si c'est pas sur notre groupe Facebook, justement, des super fans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez jaser, partager de sport avec nous. Dites-nous c'est qui va gagner dans la NBA. Ça va être ça un peu la question cette semaine. Qui vous voyez gagner dans la NBA cette année? Là?
Exactement. Puis bien sûr, on a parlé un petit peu du Tank Bowl dans la NFL. Partagez-nous aussi qui va gagner le Caleb Williams... le concours... le Caleb Williams Tank Job 2024. Même si ça fait 3 semaines qu'il en arrache avec les même Trojans. Si ça fait 3 semaines qu'il fait sa meilleure imitation de Nate Peterman. Sinon, Monday Night Football, on va avoir les 49ers contre les Vikings. Félix Forget va se faire un grand plaisir de regarder ce match parce que j'ai l'impression que ça fait une couple de semaines que je dis, il me semble que je vous faudrait pas si vous vouliez pas regarder ce match-là. On en a parlé la semaine dernière où il y a 2 semaines des Vikings comme étant une équipe quand même compétitive malgré leur fiche. Donc ça va être à suivre. Continuation des séries au baseball. Donc, lundi soir, on va avoir droit au match numéro 6 entre les Answerbacks de l'Arizona avec Félix Forget au monticule, alors que la possibilité d'un match 7 entre les Rangers et les Astros si les Rangers sont capables de l'emporter ce soir. Mesdames et messieurs, c'était tout pour la triple menace. On vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente matinée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Espérons-le le plus tôt possible, car vous êtes les real. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.